Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd. Donc, je suis responsable du programme Entrepreneuriat pour tous pour BPI France. Le programme Entrepreneuriat pour tous, c'est un programme en direction des territoires prioritaires, ceux de la politique de la ville. L'enjeu, c'est d'aider la dynamique entrepreneuriale à émerger, accélérer les entrepreneurs, les soutenir pour qu'ils puissent accéder aux solutions pour réussir. Comme l'année dernière, on a lancé la tournée Entrepreneuriat pour tous. Donc cette année qui est un peu spéciale, cette année 2020, on va fortement plutôt digitaliser la tournée Entrepreneuriat pour tous. Et donc pendant tout le mois, on va voir l'ensemble de la communauté Entrepreneuriat pour tous qui va se mobiliser pour organiser des événements, finalement mettre en valeur les dynamiques entrepreneuriales qui existent au cœur des territoires grâce au Cité Lab, grâce aux fabriques à entreprendre, grâce à l'ensemble des réseaux qui se mobilisent. Je pense à l'ADI, je pense aux plateformes initiatives, je pense à Positive Planète, à BGE et à tous les acteurs qui font en sorte que les entrepreneurs puissent réussir dans les territoires. Aujourd'hui, ce premier jeudi 5 novembre, nous lançons une série de webinaires. Celui-ci va parler de l'accompagnement, à savoir comment aujourd'hui, on peut accompagner les entrepreneurs pour les aider à réussir. On a l'honneur d'avoir différents experts qui vont pouvoir témoigner et nous partager leurs tips et leur expertise afin de penser l'accompagnement, mais aussi de soutenir les entrepreneurs dans cette période toute particulière. Nous allons traiter aujourd'hui donc de la digitalisation de l'accompagnement, à savoir comment on peut, je dirais, accompagner les entrepreneurs à distance, mais aussi comment, en tant qu'entrepreneur, on peut accéder à de l'information à distance, aussi bien pour, je dirais, transformer son activité que pour accéder à de nouveaux marchés. Alors, donc, on a l'honneur d'avoir aujourd'hui, donc, on a Johan Roturo, en haut à gauche, qui travaille chez BPI France, et je vais le laisser se présenter tout à l'heure. Sonia Josefovic, pardonne-moi Sonia, donc qui travaille chez Positive Planète et qui a aussi va nous partager l'expertise de Positive Planète en matière d'accompagnement digital. Nous avons également Farid Arab pour Pure Player qui intervient aussi beaucoup sur ces sujets d'accompagnement digital et donc qui pourra nous expliquer un peu la manière dont il intervient. Et également Anaïs Preto, qui représente aujourd'hui Mentor en tant que cofondatrice et qui va nous expliquer un peu l'expertise et l'engagement de cette start-up. Également, nous aurons Moussa Camara qui n'est pas encore arrivé mais qui ne serait tardé. Alors tout de suite, je vais passer la parole à Sonia. Si tu pouvais te présenter ta structure aussi, Positive Planète, et expliquer un peu votre vision d'accompagnement digital en quelques mots. Oui, donc Sonia Josefovic, je suis responsable formation auprès de Positive Planète. J'ai un parcours très entrepreneurial. Après être diplômée sur la création d'entreprise, j'ai créé une entreprise et cela fait presque 10 ans que je travaille pour Positive Planète. Dans un premier temps en tant que conseillère en création d'entreprise sur les antennes de Marseille et maintenant depuis quelques temps, je suis responsable du pôle formation puisqu'on a développé des formations à la création d'entreprise. Positive Planète, en quelques mots, donc c'est de l'accompagnement et de la formation à la création d'entreprises. On agit dans les quartiers pour promouvoir l'entrepreneuriat. Cela fait 15 ans qu'on fait ce travail dans différentes antennes en France. Aujourd'hui, on a 7500 entrepreneurs qui ont créé leur entreprise et qui sont passés par chez nous avec un taux de pérennité à 3 ans de 70%, qui est un chiffre très intéressant. Nos implantations sont essentiellement dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Hauts-de-France et PACA. Et on intervient dans 150 quartiers prioritaires de la ville. Donc, notre vision au niveau de la digitalisation, de l'accompagnement, déjà le confinement a accéléré ce processus. C'est vrai que nous avons mis en place dès le départ du premier confinement des webinars pour aider nos entrepreneurs à s'en sortir au niveau des aides existantes à la création d'entreprises. Nous avons aussi digitalisé notre accompagnement et nos formations. Donc, on a mis en place un accompagnement
à distance et des formations aussi qui ont été développées en distanciel et qui perdurent. Hein. On continue depuis à prévoir des formations à distance et ça a été de bon augure. Donc, on a eu un taux parce qu'on a demandé à nos porteurs de projets s'ils étaient s'ils ont été satisfaits de cet accompagnement. On a eu un retour de 90% de cette satisfaction-là. Malgré tout, ils avaient quand même envie de retourner dans nos antennes et je pense que le contact humain ne pourra jamais enlever l'aide qu'on peut apporter à distance. Et enfin, on va franchir un nouveau cap puisqu'on va digitaliser complètement notre formation. Donc c'est complètement en cours et d'ici fin novembre, on aura une formation digitale en ligne où des porteurs de projets pourront se former à distance complètement, mais de manière complètement autonome, mais avec des outils adaptés. C'est vrai qu'actuellement, les formations qu'on voit en ligne sont très centrées start-upers. Nous, on a créé des outils complètement adaptés pour eux, pour des novices de la création d'entreprises. Et donc, ça démarre très, très bientôt, on espère courant janvier 2021. Merci beaucoup, Sonia. Alors, justement, on évoquait finalement les formations qui existent à distanciel. Là, on a une experte de la question avec Anaïs Preto, avec Live Mentor, qui ont développé une offre depuis quelques années maintenant d'accompagnement à distance. Tu nous en dis un peu le mot et vous te présenter et expliquer un peu votre approche. Alors, experte, c'est peut-être un grand mot parce que ça reste un marché très, très jeune. Donc, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on sillonne les routes effectivement de la formation en ligne. Nous, en fait, depuis le début, on a pris le parti d'accompagner nos élèves 100% en ligne, donc depuis 2016, parce que pour nous, c'était la meilleure façon d'offrir à un tarif accessible et sans barrière géographique, l'accès à un accompagnement entrepreneurial continu, et j'insiste là-dessus, de qualité. En fait, nous, notre constat initial, c'est vraiment tout bête. On était entrepreneurs nous-mêmes et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous avait permis d'avancer, c'était le fait d'avoir pu tout simplement échanger avec quelqu'un qui avait déjà fait un projet similaire au nôtre. En fait, on s'en rend tous compte en tant qu'entrepreneur. En général, ce qui nous fait avancer, c'est le fait d'avoir pris un café avec quelqu'un qui nous fait gagner 2 semaines juste parce qu'il a déjà commis la même erreur que nous. Ça, c'est une tarte à la crème. La grande question, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte de créer cette conversation dans toute la France pour n'importe quel type de porteur de projet, en particulier pour des indépendants, pour des TPE qui vont pas forcément avoir les mêmes moyens que des start-upers pour financer cet accompagnement. Et pour nous, la réponse assez naturelle, ça a directement été la technologie. Donc, depuis 2016, on a développé une plateforme qui nous permet de délivrer à grande échelle du mentorat à un public essentiellement d'indépendants et de TPE, tout simplement en matchant avec l'entrepreneur, le porteur de projet, le créateur, en le matchant avec un mentor ou une mentor qui a déjà entrepris dans ce secteur et qui va l'accompagner sur des formats en général de 3 mois avec un format d'accompagnement qui est très simple. En fait, notre plateforme, elle ressemble un petit peu aux interfaces de messagerie classiques. Donc, ça ressemble un petit peu à un WhatsApp. Donc, vous pouvez envoyer un message à votre mentor quand vous le souhaitez. Vous pouvez lui envoyer des notes vocales. Vous pouvez faire des visios avec lui. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer une conversation continue. Donc, c'est très, très interactif comme modèle pendant les 3 mois pour avancer sur la problématique qui vous intéresse de votre projet. Donc, c'est, je pense, les éléments vraiment distinctifs dans notre approche, ça a été plutôt que de placer le digital comme quelque chose de complètement déshumanisé. Au contraire, pour nous, le digital, ça a été la façon de porter la dimension humaine partout là où elle devait être, donc indépendamment des barrières géographiques et surtout à un tarif accessible, puisque évidemment, un des principaux avantages pour moi de l'accompagnement en ligne, c'est que ça nous permet de proposer des accompagnements à des tarifs qui sont maintenant véritablement accessibles à tout type de porteur de projet, quand en général, lorsqu'on regarde ce qui peut se faire dans les incubateurs, c'est très compliqué si on n'a pas un projet à forte croissance ou si on n'a pas des moyens financiers importants en soi-même. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Alors, Farid Arab, donc, ça fait un moment que vous intervenez sur le champ du digital au travers de votre activité et aussi en accompagnement des différentes structures justement à la digitalisation soit de leur activité, soit de leur événement. Oui, Farid Arab, moi, je suis né dans un petit quartier qui s'appelle Petit Quevilly à Rouen.
Donc, j'ai créé à peu près 3-4 structures différentes. Et puis, aujourd'hui, Pure Player, c'est une société qui organise des événements apprenants. Donc, essentiellement dans le digital, dans le web, depuis à peu près 2009. On a commencé par les hackathons. Donc, on a créé 51 hackathons dans le monde. Donc, on a pu voir la différence qu'il peut y avoir aussi à l'extérieur de la France et pas spécialement qu'en France. On a beaucoup travaillé avec la francophonie. Donc, ça nous a donné un peu une vie extérieure des études de cas, des usages. Et puis, on a développé une structure à part, une association qui s'appelle aujourd'hui Founder Family. On est présent dans une vingtaine de pays et on accompagne les gens. Alors, c'est surtout du mentoring à travers des outils. Alors, comme nous, on est présent dans une vingtaine de pays, automatiquement, de manière native, on est totalement dématérialisé sur nos équipes et sur nos accompagnements parce que, comme on n'est pas sur place et qu'on bouge beaucoup et on est tous assez mobiles, les entrepreneurs sont même souvent beaucoup mobiles. On a créé des systèmes, des logiciels, des outils qui nous permettent de pouvoir s'entraider. Alors, c'est beaucoup du parrainage, beaucoup du mentoring parce que je rejoins un petit peu Anaïs dessus où c'est vraiment, on trouve que l'entrepreneur qui a vécu des problématiques est en capacité de pouvoir un petit peu aider les autres. Et puis aujourd'hui, on aide les structures d'accompagnement à digitaliser, à se transformer, comme nous, on a pu le faire pendant une dizaine d'années, pour pouvoir les aider à toucher aussi des publics différents et aussi des bons publics. Par exemple, là, on travaille énormément en ce moment sur le micro-learning. Donc, c'est sur des formations de 2-3 minutes, mais sur les plateformes, par exemple, plus du tout sur les réseaux sociaux, mais sur les messengers ou sur les mobiles, sur WhatsApp, par exemple, où on envoie des cours de 2-3 minutes sur l'entrepreneuriat, sur des canaux différents, sur du Telegram, sur du WhatsApp, pour que ce soit viral et que les gens puissent finalement se former, s'auto-former au fur et à mesure. Merci beaucoup, Farid. Alors, Johan Roturo, c'est collaborateur hein, donc, chez BPI France. Tu as été responsable d'un projet, et tu es toujours responsable de ce projet, le déploiement d'une plateforme digitale qui a un peu émergé comme réponse à la problématique économique que nous sommes en train de vivre. Tu veux peut-être nous en dire quelques mots ? Ok, je te remercie Ahmed. Donc effectivement, alors il faut savoir que BPI France dispose d'une plateforme de formation en ligne qui s'appelle BPI France Université, qui propose à peu près 300 formations en ligne, plutôt à destination d'un public de PME. On a à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 35 000 apprenants sur cette plateforme. Donc, c'est quelque chose d'assez massif. Et il se trouvait que voilà, on n'adressait pas le champ de la création d'entreprise, ni les petites entreprises, les très petites entreprises. Et un peu comme tous les acteurs de l'accompagnement, quelque part, la crise que l'on connaît on va dire, nous a suscité chez nous l'envie de développer quelque chose pour cette cible. Et donc, on a créé un parcours qui s'appelle Renfort Petite Entreprise. Alors, ça s'adresse aux micro-entrepreneurs et aux TPE. Et c'est donc une formation en ligne qu'on trouve sur cette plateforme et qui d'une durée approximative de 15 heures, qui comprend 5 modules thématiques, donc dont on pourra reparler après. Et qui est donc truffé d'outils téléchargeables, de vidéos, on va dire enregistrées, de webinaires, et qui comptabilise. Alors on l'a lancé au 1er octobre, on a fait ça cet été et on a pu la lancer voilà, au courant du mois d'octobre. Et on recense aujourd'hui à peu près 1100 participants. Voilà. Et sur les webinaires, on a également une excellente activité. D'ailleurs, ce qui me fait dire que et ça rejoint peut-être un peu ce que vous avez dit auparavant, les contenus, on va dire, assez courts, interactifs, où finalement on remet du lien, comme tu pouvais dire Anaïs, entre les individus, fonctionne très très bien. Et l'idée donc de ce parcours, l'objectif final, c'est quoi? Alors c'est effectivement, c'était de donner des réflexes aux entrepreneurs dans cette situation qui est critique. Et deuxièmement, de leur dire, il y a énormément de réseaux d'accompagnement qui, chacun à leur manière, peuvent vous aider sur des problématiques que vous rencontrez.
puisque tout le poids, en fait, tout l'intérêt de cette formation, c'est qu'elle elle a été coproduite avec plusieurs réseaux partenaires de BPI France. Donc, ils ont gentiment mis à disposition des experts sur différents domaines et chacun. Réseau, Antoine. Alors, j'ai pas bien entendu. Je te demandais si tu pouvais citer ces réseaux. Alors, les réseaux, alors on a BGE, on a l'ADI, Réseau Entreprendre, Initiative France et France Active. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Donc, ce que j'aimerais, en fait, et pour échanger un peu au regard de ce que vous avez évoqué, vous avez chacun évoqué finalement des différentes modalités d'apprentissage, ou plutôt différentes modalités justement pour transmettre aussi des connaissances. J'aimerais bien d'abord vous interroger sur la question de l'articulation finalement entre, je ne sais pas si on va dire entre l'humain et la machine, entre l'humain et le digital. Est-ce que le digital remplace l'humain? Tout à l'heure, dans l'intervention d'Anaïs, peut-être que tu pourras commencer à nous en dire quelques mots. Vous évoquez le parti pris, c'est peut-être de créer des conversations et donc créer des choses qui existent finalement dans la vraie vie, enfin en offline, et le démultiplier grâce à l'outil digital. Si vous pouviez, je dirais, nous dire un peu comment vous voyez les choses et comment vos outils articulent ces deux dimensions. Oui, alors ça c'est très clair et d'ailleurs c'est souvent un sujet de débat avec nos investisseurs ou avec nos amis start-upers, puisqu'il y a un petit peu cette vision maintenant que l'on pourrait créer des produits technologiques qui seraient la réponse à tout. Nous, clairement, ce qu'on crée, c'est pas un produit, on crée un service qui est augmenté par la technologie. Donc, on augmente l'humain par la technologie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La plateforme Live Mentor, si on n'a pas nos mentors derrière, aujourd'hui, elle n'a aucune valeur. L'outil technologique qu'on crée, il n'a de la valeur que parce qu'il permet d'outiller nos coachs. Et dans les problématiques très concrètes que la technologie vient adresser, il y a une première problématique qui est évidente et qui est une problématique d'accessibilité. Clairement, la majorité des élèves qu'on accompagne, des entrepreneurs qu'on accompagne, ce sont des personnes qui n'auraient jamais pu discuter avec nos mentors si il n'y avait pas un pont technologique pour le faire, tout simplement parce qu'ils habitent pas du tout dans les mêmes régions et que bien souvent, le bon mentor pour la bonne personne ne se situe pas du tout dans un rayon de 20 km. Donc ça, c'est une première problématique vraiment très très simple. La deuxième problématique, très simple aussi, que la technologie va adresser, c'est la problématique de la productivité du mentor et je dirais même de la productivité de l'entrepreneur. Puisque lorsqu'on est entrepreneur, on sait bien que notre temps est très compté et lorsqu'on doit se déplacer pour aller faire des rendez-vous avec son mentor, c'est tout de suite un petit peu de logistique. Là, ça permet d'avoir directement, lorsqu'on en a besoin, accès à la personne qui va répondre dans la journée ou dans les quelques heures si c'est possible. Et là, directement, ça va être un gain de temps pour l'entrepreneur et pour le mentor également, ça va être un gain de temps puisque le fait de pouvoir utiliser des formats asynchrones, le fait de pouvoir envoyer des messages et pas forcément être dans une discussion de personne à personne, ça lui permet aussi de travailler avec plus d'entrepreneurs en parallèle et donc d'offrir aussi des tarifs qui sont plus facilement accessibles que des formats un peu plus traditionnels. Et enfin, je pense que le dernier avantage que nous on voit, c'est vraiment l'innovation sur le format pédagogique. C'est très très compliqué de proposer des formats autant en continu, donc d'avoir un format vraiment fluide, un petit peu self-service sur 3 mois. Lorsqu'on est en présentiel, alors qu'avec une messagerie, c'est très simple. On le voit tous dans la vie quotidienne. On n'a pas du tout l'impression d'avoir une rupture dans la conversation avec nos proches grâce à des outils comme Messenger ou WhatsApp. Mais là, c'est exactement la même chose et c'est beaucoup plus compliqué à retransposer dans le monde réel où il y a des contraintes d'agenda, de coordination, de même juste d'utilisation d'espace. Donc, pour moi, c'est les trois avantages principaux. Accessibilité, productivité et innovation sur les formats que le digital permet. Merci beaucoup Anaïs. Sonia, peut-être que tu peux réagir aussi sur cette question, à savoir comment on articule un accompagnement digital avec la dimension humaine. Est-ce que l'un remplace l'autre? Comment vous avez pensé les modalités pédagogiques pour L'un ne va pas remplacer complètement l'autre. Malgré tout, ça va être important de garder le contact humain et de garder la visio, les téléphones et de pas
tout digitaliser. Mais je rejoins Anaïs complètement sur le temps, le temps qu'on gagne à digitaliser. On a certaines personnes qui n'arrivent pas à accéder à nos formations, à la création d'entreprises par manque de temps. Puisque les horaires ne correspondent pas à leur vie personnelle, à leur vie de famille, et donc de digitaliser complètement nos formations vont pouvoir donner accès à ces personnes-là à se former complètement et à avoir le même type de contenu qu'en présentiel. Par contre, nous souhaitons quand même garder un lien par téléphone ou en visio pour les accompagner jusqu'au bout et jusqu'à leur réussite. Donc voilà un petit peu nous comment on pense l'avenir digital et notre articulation où on gardera toujours le lien humain, visio, téléphone avec ces personnes-là. Merci Sonia. Johan, je crois savoir que en fait, tout à l'heure, tu avais évoqué des contenus qui sont élaborés avec d'autres partenaires, des réseaux, etc. Est-ce que la réflexion, c'est aussi pour poser des passerelles entre le digital et avoir un accompagnement en fait, qui suit, je dirais, physique en présentiel? Oui, évidemment. Alors d'ailleurs, on s'aperçoit, de nos réseaux partenaires qui ont relayé la formation, et qui sur tout le territoire, etc., se sont même dit, tiens, je vais réutiliser des contenus dans mon accompagnement présentiel. Donc le distanciel, on va dire, c'est un moyen de fabriquer du contenu, j'ai envie de dire, un peu plus dynamique, un peu plus riche, vivant, hein, sous forme de vidéos attractives, assez courtes, ludiques, etc. Et donc ça vient nourrir les parcours en présentiel. Et ensuite, effectivement, notre vocation à BPI, c'est bien d'entraîner les entrepreneurs vers l'accompagnement, puisque vous le savez, il y a deux piliers pour monter une boîte, hein, le financement et l'accompagnement. Et on pense que effectivement, c'est pas une fin en soi, mais un moyen de faire savoir qu'il existe des gens experts et que effectivement le travail pourra se poursuivre après. Alors en présentiel dans un avenir proche, j'espère, ou alors en distanciel avec les outils maison des réseaux d'accompagnement présents sur le territoire. Donc je pense que tout se nourrit et moi je vois que des opportunités dans ce qui nous arrive, puisque effectivement l'accompagnement à la création d'entreprise en France, je le pratique depuis 15 ans et c'est vrai que c'est un excellent stimulant là, qui nous arrive pour pouvoir le rendre plus attractif et créer des contenus, je trouve, beaucoup plus pédagogiques et puis plus dans l'air du temps, quoi. Enfin, on est tous biberonnés aujourd'hui à Netflix, etc. Instagram, Farid, tu parlais de contenu hyper court, ou de Snapchat, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est pour l'industrie de l'accompagnement, c'est salvateur. Et on n'a pas fini, effectivement, de voir des fertilisations comme ça entre le présentiel et le distanciel. Je pense que nous, c'est notre vocation. On ne veut pas faire du 100% digital, c'est clair. On veut que les gens aillent voir les réseaux. Ouais. Merci beaucoup, Johan. Donc, je crois comprendre finalement à vos interventions, de votre point de vue, à chacun et chacune, c'est que l'accompagnement digital, c'est un peu le sens de l'histoire, dans la mesure où il va accélérer le fait qu'on peut accompagner plus de personnes en cassant des limites qui sont des limites temporelles, à savoir finalement on peut pouvoir accéder à de l'accompagnement à n'importe quel moment de la journée, donc ça permet d'être raccord avec la réalité de nos usages, et ça permet aussi de casser des limites de distance, parce que comme tu disais Anaïs, tu donnais l'exemple que effectivement un mentor, mettre en connexion un mentor et un accompagné qui sont loin physiquement, ça permet finalement de casser ces frontières-là, je dirais. Moussa Camara, je vois qu'il nous a rejoint. Bonjour Moussa. Moussa qui est président fondateur des Déterminés. Donc on a présenté, chacun a eu l'occasion de présenter leur approche de l'accompagnement digital. Est-ce que tu pourrais dire deux mots déjà, te présenter les Déterminés, votre action, et présenter comment le digital est une modalité ou non au cœur de votre accompagnement?
Ouais, déjà, bonjour, merci Ahmed. Rapidement, les déterminés, en fait, c'est un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs, notamment dans les territoires, dans les quartiers. L'idée pour nous, c'est d'accompagner gratuitement une promotion de 15 entrepreneurs pendant plus de 6 mois, voire un an. Et l'objectif, en fait, de tout ça, nous, c'est vrai que la majeure partie de notre activité est en présentiel parce que c'était une action qui était très forte et c'est vrai qu'il y a un gros travail de terrain pour aller sourcer et aller vers les publics vers lesquels on vise, qui sont des entrepreneurs, mais qui n'osent pas forcément aller dans des structures d'accompagnement parce que pour plusieurs raisons, parce que déjà, parfois, il manque de cette information, parfois, voilà, le projet est déjà un peu lancé, mais il faut leur apporter une structuration. Et pour nous, le contact humain, la présence humaine, le temps à la personne est très important parce que c'est ça qui nous permet en fait, de casser les barrières et de faire en sorte que tous les entrepreneurs qu'on accompagne, voilà, ils puissent réussir dans les meilleures conditions. À ce jour, on a pu sensibiliser plus de 2000 personnes, on a accompagné 300 personnes en dur pendant plus de 6 mois, il y a plus de 177 personnes qui ont créé leur boîte. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de développer, grâce à un partenariat qu'on a signé avec BPI France, d'aller dans tous les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on rencontre de crise sanitaire où on est obligé de se confiner et limiter les contacts humains, c'est vrai que pour nous, le digital a été quelque chose qui nous a permis en fait de passer du temps encore plus précis avec nos entrepreneurs. Même si moi, je juge que la présence humaine, rien ne remplacera la présence humaine et le contact humain avec les entrepreneurs. Et on essaie de s'adapter. C'est pour ça que nous, dès qu'il y a eu, en fait, on était 100% présentiel avant la crise. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu le premier confinement au mois de mars, on a dû se réinventer, on a dû se réadapter et proposer un suivi et un accompagnement de qualité aux entrepreneurs qui font partie de nos programmes. Et ça a été assez bien géré, même si pour nous c'était une première parce que moi j'étais pas très convaincu en fait du distanciel avant cette crise, mais en fait j'ai vu les bienfaits de l'accompagnement à distance quand c'était bien fait, quand c'était bien organisé. Voilà, on a pu réapprendre de nos erreurs et d'adapter en fait tout l'accompagnement qu'on a apporté aux entrepreneurs qui font partie de nos programmes pour maximiser la compréhension, le besoin et aussi la présence auprès d'eux. Donc nous on a des promotions de 15, 20 personnes. L'idée c'est en présentiel, c'est plus compliqué d'avoir 15, 20 personnes en présentiel si on veut apporter de manière optimale ce qu'on veut leur redonner. Et c'était surtout à l'époque, quand on fait des formations classiques, c'est qu'on les fait toute la journée. Ben là, on a dû se réinventer. On sait qu'avoir une personne de 8h jusqu'à 18h en distanciel, c'est pas possible. Donc, du coup, comment on réinvente? Au lieu que ça soit des formations de demi-journée, on préfère être 3 heures. 3 heures avec un groupe de 5-6 personnes pour leur apporter le maximum d'interaction avec lui et l'intervenant. Faire aussi des suivis individuels. Donc, on a mobilisé plus d'une 60aine d'intervenants qui étaient dans du mentorat classique, one-to-one en distanciel, ce qui a permis en fait des retours qu'on a eu, ce qui a permis en fait de faire évoluer, de suivre au cas par cas en fait nos entrepreneurs. Et en réalité, on a pu démultiplier l'impact qu'on avait auprès des entrepreneurs en distanciel. Mais bon, rien ne remplacera le présentiel. C'est qu'on s'est adapté, on s'est fortement adapté. Et là, à l'annonce de ce nouveau confinement, aujourd'hui, c'est ancré parce que, en vrai, on a pu faire des jurys de sélection pendant cette période-là. On a pu faire de la formation. Et aujourd'hui, même quand il y a eu le déconfinement, le 80% de nos programmes aujourd'hui ils sont en présentiel et 20% aujourd'hui de nos programmes ils sont en distanciel. Ça a permis en fait de nous adapter, d'aller vers un accompagnement qu'on n'avait pas forcément exploré. Mais aujourd'hui ça fonctionne, mais on essaie de garder un juste milieu entre les deux
Après, je pense pas qu'on ira sur du 50-50 parce que moi, je pense que sur les publics que nous on accompagne et tout, il est très 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 important. Le temps à la personne est très important. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. Pour réagir à ce que tu évoques là, et je demanderai peut-être à Farid peut-être le bal sur ce sujet-là, à savoir, en fait, quand je vous écoute tous, il y a quand même un sujet qui est lié à, je dirais, l'ergonomie et le confort qu'on propose pour accompagner à distance. Moi, personnellement, par exemple, je ne vais pas dire que je suis allergique à tous les outils digitaux, mais je préfère un livre qu'un ordinateur. Et donc, du coup, comment c'est approprié, comment on accompagne, comment on repense les formats, ou comment on adapte les formats pour faire en sorte que ces outils-là ils soient utilisés, hein, qu'ils soient utiles et qu'ils apportent une vraie valeur aux entrepreneurs que vous accompagnez. Du coup, je peux… Ah non, Farid. Ton micro est coupé. Ok, autant pour moi. Ouais, tout simplement, alors, je pense qu'il y a différentes… c'est des sujets qui sont complexes parce qu'on touche à l'humain de toute façon. Et c'est… enfin, ce confinement, cette maladie, ce virus tue un peu l'humanité qu'il y a entre nous parce qu'on ne peut plus se voir, on ne peut plus se rencontrer. Donc, on est une machine entre nous. Donc, automatiquement, il y a des gens… le vrai premier problème, déjà, c'est d'accéder à la machine. Donc, il y a des gens qui ont des PC, il y a des gens qui ont des téléphones. Donc, il y a des outils qui sont plus du tout, pas du tout même appropriés, ou des formations qui sont plus du tout appropriées parce que, par exemple, moi, j'ai atteint des gens au niveau rural qui n'avaient pas d'ordinateur, qui avaient qu'un téléphone portable donc, et qui n'avaient pas eu les moyens d'acheter ou qui n'avaient pas eu le temps, ou même compris finalement ce que ça peut lui apporter, cette formation en distanciel. Donc, il faut leur faire comprendre que ça va leur apporter quelque chose, que dans la compétence, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Dans le savoir, aujourd'hui, il est accessible parce qu'on prend une vidéo sur YouTube, on la regarde, on va sur Wikipédia. Et encore, je dirais même, il y a un problème de savoir. C'est qu'il y a trop de savoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin même des mentors. C'est pour dire aujourd'hui, voilà, tu dois apprendre tel contenu, tu dois t'orienter sur ta problématique, c'est telle information aujourd'hui que tu dois aller. C'est ça qu'on est surabondé. Sur le savoir-être, ça pose des problèmes sur certains métiers, le distanciel. Les métiers, par exemple, de santé, où on ne peut pas transmettre finalement un sentiment. On dit souvent, le savoir-être, ça s'apprend de cœur à cœur, c'est du face-à-face, où les gens, ils sont là, ils expliquent, et on a un savoir-être qu'on peut finalement transférer, parce qu'il y a des gestes qu'on va apprendre, par exemple les métiers de la santé, les métiers même de l'hôtellerie, par exemple, là, on parle beaucoup de distanciation, enfin, on parle beaucoup de digitalisation, mais tous les métiers n'ont pas cette possibilité-là non plus aussi d'être digitalisés. Après, pour ceux qui peuvent, ceux qui ont envie, parce qu'il y a aussi ceux qui ont peur, ceux qui ne comprennent pas. Donc nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la littératie numérique. La littératie numérique, c'est quand même la base d'arriver à vendre la formation, c'est d'expliquer aux gens quels sont les outils, comment on utilise les outils. Aujourd'hui, on les voit, les blagues sur les réseaux sociaux où on se connecte, mon micro n'est pas connecté, je n'ai pas trouvé le lien, on a des vraies problématiques. Donc, il y a déjà une première partie, c'est comment toucher ceux qui ont peur, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont finalement pas le savoir-faire. Donc là, c'est pour ça que nous, on utilise souvent aujourd'hui les réseaux même personnels. C'est parce qu'on va utiliser du WhatsApp, par exemple, où on est avec sa maman, on est avec des amis, ou ainsi de suite. Donc, on va passer par les premiers qui sont la littératie numérique. Elle va passer par du micro-learning. Ça va être des petits formats qu'on va envoyer sur des groupes que les gens vont envoyer à leurs amis pour déjà les initier à être intégrés au digital. C'est comment tu vas installer ça, comment tu vas lancer ça, comment tu formes ton micro. Donc ça, c'est la première partie. C'est tout ce qui touche au micro-learning. Ça va être plutôt sur du groupe WhatsApp, du Messenger, du Telegram. Et puis après, on va être sur du mentoring où là, c'est souvent, comme disait Moussa, c'est du one-to-one pour par exemple, des accompagnants parce que il faut un temps. Il y a aussi souvent ce qu'on oublie, c'est que quand on reçoit du public en présentiel, la personne, elle arrive, elle ne sait rien, elle s'installe, on vous le dit tout. En distanciel, c'est plus la même chose. On demande beaucoup, c'est souvent ça qu'on appelle de la classe inversée. On demande à la personne de venir, de se préparer en amont. Le travail est différent. Habituellement, on arrive, on est en présentiel, on s'assoit, on ne sait rien, la personne va nous expliquer, reviendra. Là, souvent, c'est un temps de préparation qu'il y a eux-mêmes en amont. Et donc, ça aussi, il faut que ça se gère. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, il y a les gens un peu, quelque part, qui ont des devoirs à la maison. Donc, ça veut dire qu'ils doivent se discipliner. Après, il y a la problématique aussi des outils qui sont ergonomiques ou pas ergonomiques.
Nous, on utilise beaucoup Livestorm, c'est un bon outil, hein, mais il y a des outils, par exemple, que nous, on utilise qui s'appellent Whereby. Ils sont des outils qui sont, par exemple, accessibles au niveau du téléphone portable. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Il y a des problématiques aussi, on ne parle pas, mais de ceux qui n'ont pas les gros abonnements vidéo. Il y a des gens aujourd'hui qui payent des abonnements à 2 € par mois parce qu'ils ne peuvent pas se payer des forfaits à 20 ou 30 € avec 30 gigas. Ils sont 4-5 gamins à la maison. Chacun regarde Netflix. On n'a plus d'abonnement. Donc, il faut trouver aussi des bons outils sur le long terme parce qu'on passe toute notre journée. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on est en France, mais même en France, il y a des gens qui n'ont pas spécialement accès à 50, 100 gigas par mois. Là, je regardais des études où on disait que sur une famille de 5 enfants qui regardent Netflix, YouTube et ainsi de suite, ils en ont quand même pour 500 gigas par mois si ils n'avaient pas le téléphone fixe et une bonne connexion mobile. Donc, il y a des aspects à la fois de logiciel, il y a des aspects de matériel et il y a des aspects d'apprentissage minimum, ce qu'on appelle la littératie numérique. Et quand on a tout ça, après, je pense qu'on fait de la formation personnalisée où on essaie, selon le public, de trouver le bon format, le bon matériel et le bon logiciel. Et puis aussi la manière, nous par exemple, on aime bien faire du PDF parce qu'il peut se transmettre facilement, ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo, parce qu'il y a aussi après, il y a l'apprentissage, mais souvent quand on a du distanciel, Ahmed, tu parles de livres, il faut quand même des écrits pour aussi le stabiliser, pour pouvoir aussi même écrire au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a des outils que moi j'adore qui s'appellent par exemple un outil qui s'appelle Mural, qui est des outils d'intelligence collective. Klaxoon, c'est un outil aussi français, où c'est des outils où on peut s'appuyer d'une présentielle d'un tableau blanc virtuel, où là, finalement, on a à la fois une conversation, mais l'esprit peut retenir aussi du visuel, parce que c'est ce qu'on appelle la pensée visuelle, où là, il y a des outils qui peuvent permettre de digitaliser l'apprentissage, où on n'est pas simplement sur une conversation, mais il y a un outil qui reste, j'ai terminé, je peux à la fois revoir le replay, et je peux aller sur l'outil du tableau blanc, ou voir ce que le professeur a enseigné. Merci beaucoup, Farid. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut varier les outils, bien s'appuyer sur la réalité des usages des publics. Ouais. J'aime bien l'idée d'aller pas à pas, à savoir, on commence peut-être par un outil qui est familier, qui est sur son téléphone, et sur ce que tu appelles le micro-learning, à savoir des formats extrêmement courts, pour aller sur une logique de gradation, voire des logiques d'interactivité. Johan, peut-être tu veux réagir là-dessus, comme on évoquait des outils tels que Klaxoon, des outils où on va réfléchir sur des logiques de classe inversée, où on va permettre de reproduire à distance des choses qu'on fait en présentiel. Oui, alors c'est moins le cas quand même des formations qu'on propose qui, comme je vous le disais, proposent des vidéos enregistrées, des webinaires. Donc les webinaires, c'est interactif, des outils téléchargeables, comme tu disais, Farid, c'est trivial, mais ça marche toujours, pour pouvoir aussi travailler en toute autonomie. Et voilà. Et effectivement, on a aussi un fil de discussion dans la solution qu'on propose. Alors, c'est peut-être pas aussi poussé, effectivement, c'est pas la spécificité des programmes qu'on propose, comme pourrait le faire Live Mentor, non. Mais le fil de discussion, c'est effectivement, c'est l'espace, on va dire, collaboratif de la formation. C'est assez trivial, hein, c'est un chat. Après, effectivement, il existe des outils comme Farid d'expliquer, de facilitation et qui viennent, on va dire, nous ramener des choses du quotidien simples comme le tableau, le post-it. Tout à l'heure, dans la phase préparatoire, on parlait des post-it. Farid, c'est une boîte à outils ambulante parce qu'il me parlait justement d'un outil qui permet de numériser les post-it. Enfin voilà. Alors après, moi, je suis pas l'expert dans tous ces outils-là, mais effectivement, je pense qu'il faut arriver à. Je pense que le tort dans la fabrication d'une formation en ligne, ça serait de vouloir faire un outil unique, un petit peu chimérique, qui aurait la promesse de tout faire. Et effectivement, j'aime bien cette approche d'utiliser les outils du quotidien. C'est un peu la technique du pied dans la porte, hein. WhatsApp, Instagram, Snapchat, on s'en rend pas compte, mais on commence à être évangélisé. Et puis après, d'agrémenter avec les outils douane. Et encore, faut-il que le formateur, effectivement, développe des compétences qui sont plus, et pas que celles d'un ingénieur pédagogique, c'est-à-dire définir un objectif pédagogique, comme on le sait, etc. C'est aussi d'être
presque un pro de la technologie, quoi, aujourd'hui, je trouve. Merci beaucoup. C'est un défi, je trouve. Merci beaucoup, Johan. Alors, ce que je vous propose là, je vais rebondir sur la perte du temps quand tu me parles de fil de discussion, ça va être peut-être d'ouvrir les questions à plus de 80 là, qui sont en train d'écouter et de participer à ce webinaire, et en faisant une transition sur, j'aimerais bien, Anaïs, Sonia et d'ailleurs tous les autres qui souhaitent réagir, que vous puissiez parler et partager des tips pour les entrepreneurs. À savoir, aujourd'hui, on vit une période particulière de confinement où parfois les activités sont à l'arrêt, où les parcours d'apprentissage pour structurer son projet sont aussi à l'arrêt. Quels tips on peut partager avec eux justement pour qu'ils puissent monter en compétences, acquérir de l'information ou digitaliser leur activité, par exemple? Je pense que la première chose à faire, indépendamment de toute formation ou autre, c'est d'assurer la sécurité, la pérennité de son business, en se tenant évidemment très au courant des aides du gouvernement qui évoluent de jour en jour, et en n'hésitant pas aussi, si on a du mal à s'y retrouver, je pense notamment pour les indépendants, à se tourner vers des syndicats. Je pense notamment au syndicat indépendant.co qui s'est lancé récemment, qui offre une hotline gratuite qui est vraiment top pour tous les entrepreneurs qui sont un petit peu perdus, et je pense que c'est normal, même si le gouvernement fait un gros travail de vulgarisation, mais dans les aides. Donc ça, je pense, c'est la première chose. Avant toute chose, on s'assure de passer la crise au mieux qu'on peut, et en utilisant toutes les aides qui sont à notre disposition. Il y en a pas assez, il y en aura toujours besoin de plus, mais on est quand même dans un pays qui soutient les entrepreneurs. Donc d'abord, faire ça, ça me semble essentiel. Et en n'hésitant pas à se faire accompagner si besoin. Ces syndicats sont là pour ça. La deuxième chose, c'est effectivement de ne pas hésiter à se faire accompagner. Il y a énormément de formats en France qui, alors que ce soit du côté des déterminés, qui sont gratuits pour les publics éligibles, ou des organismes comme le nôtre qui permettent de se former en mobilisant des budgets de formation. Si vous avez déjà travaillé, il y a de fortes chances pour que vous ayez des droits sur votre compte personnel de formation, ou si vous êtes encore demandeur d'emploi, que vous puissiez demander à Pôle emploi de financer une partie de votre accompagnement. Donc l'argent ne doit pas être un problème. Encore une fois, dans la majorité des cas en France, on peut trouver une structure qui peut vous accompagner sans mettre à mal votre trésorerie. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, surtout, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est essentiel. Il faut surtout privilégier des formats alors que ce soit des formats de structures d'accompagnement ou des syndicats, mais qui font que vous ne restez pas seul. C'est plus que jamais essentiel d'être accompagné, de pouvoir partager ses angoisses. Enfin, tout le monde est angoissé en ce moment. C'est normal d'être anxieux. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester seul. Donc, ça peut être via des organismes de formation qui proposent une communauté d'alumni. Nous, on en a 7000 qui sont réunis dans un groupe Facebook. D'ailleurs, je vois quelques alumni sur le chat, notamment Claire. Mais ça peut être aussi via des syndicats, via des associations. Il faut surtout pas rester seul aujourd'hui. Merci beaucoup, Anaïs. On va être sur une discussion libre. Je vais essayer de partager avec vous les réflexions des participants. Il y a une réflexion qui est assez récurrente. Vous l'avez un peu évoqué sur l'enjeu de mixer l'approche et finalement faire en sorte que le digital soit un vecteur pour accélérer la solidarité et les liens humains. Il y a une vraie question qui se pose, c'est comment on fait pour toucher les personnes qui sont, je dirais, hors des circuits, en dehors du digital, qui ne sont pas équipées, etc. Farid l'a un peu évoqué tout à l'heure en expliquant d'y aller pas à pas et commencer par des outils du quotidien via des méthodologies de micro-learning, etc. Peut-être d'autres veulent réagir, Sonia ou Moussa qui j'aurais l'habitude aussi d'aller accéder à les publics qu'on a du mal à atteindre. Comment fait-on pour atteindre justement, comment on fait pour les convertir au digital, comment on fait pour les associer à ce type de démarche? Il y a des bonnes pratiques. Oui, en tout cas, nos implantations sont au sein de Positive Planète, elles sont dans les quartiers prioritaires. Toutes nos implantations sont en QPV, donc on a un accès direct avec le public, et pour les emmener vers le digital, et on les accompagne en ce sens. Je vais
juste vous donner un exemple. Je pense qu'il y a certains entrepreneurs, au final, lors du premier confinement, qui se sont retrouvés au pied du mur et où ils avaient des problématiques de ne pas être digitalisés, de ne pas être présents sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont trouvé des ressources phénoménales pour y arriver. Je prends juste un exemple, un commerçant de fruits et légumes qui travaillait énormément en fait avec les restaurants. C'était la majorité de son chiffre d'affaires. Les restaurants ont fermé. Il s'est dit comment je peux faire. Mon magasin est toujours ouvert. Et donc voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. Il s'est mis dessus et il a eu du coup, enfin avec les bons contacts, les bons amis, etc. Il a réussi à bien communiquer sur les réseaux sociaux. Et il me disait en fin de confinement, en fait, j'ai fait des chiffres d'affaires que j'ai jamais fait auparavant. Il se faisait dépouiller tous les jours. Donc du coup, il y a eu, en fait, ils se sont retrouvés au pied du mur et ils ont trouvé pour la plupart en fait des moyens de se dire bon en fait c'est facile parce que le digital pour eux aussi c'est une peur, c'est une crainte et il y a un aspect psychologique très important, alors que les outils informatiques sont de plus en plus ludiques et simples d'utilisation, mais il y avait cette peur d'utiliser. Et quand ils se sont dit, j'ai pas le choix, je dois m'y mettre. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout à fait capables d'être présents sur les réseaux sociaux et de les utiliser à bon escient. Merci beaucoup, Sonia. Donc, il y a une vraie logique d'empowerment, de faire gagner en confiance au-delà des outils. Oui. Un accompagnement pour l'appropriation des outils. Moussa Camara, est-ce que tu as des tips, des retours d'expérience sur comment on atteint les publics, comment on les aide à s'approprier ces outils-là, et peut-être des conseils directement à de nos entrepreneurs qui vivent cette période de confinement, quelles bonnes pratiques ils doivent mettre en œuvre? Non, mais en fait, c'est assez simple, hein. Nous, on vient du terrain et c'est le terrain qui fait en sorte de créer une confiance avec les entrepreneurs. Parce qu'on a beau être où on veut, déjà, il y a une question de code, qu'il faut comprendre, qui parfois, voilà, à un moment donné, quand on veut aller chercher des entrepreneurs, c'est à nous de s'adapter en fait à l'environnement du territoire, c'est à nous de s'adapter aussi aux entrepreneurs du territoire. Et je pense que c'est pas l'inverse. Et aujourd'hui, il n'y a pas un profil type d'entrepreneur. Chacun à son niveau et arrive avec ses compétences, ses faiblesses. Et en fait, de ça, il faut juste savoir, nous, tout se passe autour comment dire ça, de l'état d'esprit, de la motivation, de la détermination, un peu entre guillemets. C'est que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu peux pas forcément forcer les gens à venir vers toi ou à suivre un parcours. Il faut vraiment être dans une approche où, voilà, nous, on est là pour toi. Comment on peut t'accompagner? Après, l'envie, la détermination fait tout. Et tu sais, nous, sur la question du digital, cette approche, au départ, elle peut pas forcément fonctionner dès le départ. Tu as besoin d'être en direct, tu as besoin d'aller voir les gens, de leur expliquer comment tu vas les accompagner. Limite, voilà, c'est vraiment ça. Parce que des formations, on a tellement que parfois, et souvent, on a essayé d'apporter plein de formations dans certains territoires dans lesquels nous, on va. Et les gens, ils sont un peu déçus ou ça les intéresse plus d'entendre parler d'une formation qui forcément, en plus, déjà, nous, c'est une formation qui est gratuite dans laquelle ils sont pas rémunérés et dans laquelle on demande un fort engagement des entrepreneurs. C'est-à-dire, quand ils sont embarqués avec nous, c'est pas du one shot, quoi. C'est minimum 6 mois. C'est-à-dire minimum 6 mois où on est embarqué avec eux. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un contrat moral et d'engagement qui est fait vis-à-vis de l'entrepreneur par rapport à ça, et nous, vis-à-vis d'eux par rapport à ce qu'on va leur apporter et ce que ça va être l'après. Après, pour les ramener au distanciel, une fois qu'ils sont embarqués avec nous, après, il nous faut confiance, il y a une relation de confiance qui est créée, et facilement, on arrive à les mettre sur des outils digitaux qui leur permet de faciliter, comme ce qui s'est passé lors du premier confinement. Pour moi, je parle de ça parce que c'est assez récent pour nous, le digital. Et en fait, naturellement, ça s'est fait. Nous, on ne s'est pas dit, ouais, on va utiliser le digital pour faire de la formation. Mais la question qu'on s'est posée, on s'est dit à un moment donné, on les a accompagnés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On ne peut pas dire stop, ça s'arrête là, on ne peut plus se voir à cause du confinement, on se revoit après. Et en plus, on savait
même pas combien de temps ça allait durer. Donc, tout naturellement, on s'est dit que, et même eux se sont dit qu'ils avaient encore besoin qu'on soit présent avec eux. Ben, la solution a été naturellement les plateformes qu'on utilise sur Internet pour garder cette présence et ce contact et cette relation. Ça a fait beaucoup de bien parce que quand vous débutez, vous êtes entrepreneur et que vous traversez une crise comme ça, on peut se remettre en question 1000 fois et on peut facilement baisser les bras quand on se retrouve seul. Et ça, c'est n'importe qui. Tu débutes ton projet, tu te lances dans ta première boîte, tu commences à avoir tes premiers clients et il y a une crise qui arrive. Donc, il faut avoir une capacité de s'adapter. Et nous, ça a été un très bon exercice pour les entrepreneurs qu'on accompagne de cette capacité de s'adapter des crises, ils vont en connaître. C'est la vie de façon d'un entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas. Même quand ça va bien, à un moment donné, il y a un truc qui va faire en sorte que ça se passe mal. Et à ce moment-là, comment tu arrives à t'adapter à la situation dans laquelle tu traverses. Et ça a été beaucoup ce travail-là qu'on a fait avec eux pour que leur dire, voilà, il y a des opportunités. Dans chaque crise, il y a des difficultés, mais il y a aussi des opportunités. Comment dans chacun de vos secteurs d'activité, vous pouvez rebondir pour saisir ces opportunités que vous pouvez avoir pendant cette crise ou adapter. Donc, il y en a plein qui se sont remis en question, il y en a plein, ils ont revu leur business, il y en a plein, ils ont pivoté à ce moment-là, etc. Et ça j'ai trouvé, c'est un exercice assez intéressant. Finalement, cette crise, on l'a transformée en exercice pour plus tard, pour qu'il soit solide. Et moi, je le dis, juste pour terminer, à tous les entrepreneurs, que le conseil que je donne, c'est pendant qu'on traverse ces difficultés, et quand on réussit à traverser ces difficultés, après, quand la crise est passée, on est encore beaucoup plus fort et beaucoup plus solide dans nos entreprises. Et donc, c'est une opportunité de résilience, en fait. Ouais. Donc, ce que tu dis là, c'est que comment ce passage difficile va permettre de renforcer, de mettre en œuvre des choses, dont le digital. Il y a deux questions qui sont posées et auxquelles j'ai l'impression que vous avez quand même déjà répondu, à savoir comment on fait pour toucher ceux qui sont en dehors du digital. Moussa a dit très fortement, il faut aller les voir en présentiel, il y a vraiment ce travail-là. Et Farid a aussi dit il faut aller les voir derrière leur téléphone, en fait, en expliquant qu'il faut aussi s'appuyer sur des outils plus intimes et du quotidien, type WhatsApp, etc. Il y a un vrai sujet aussi que Frédéric Sidlis a évoqué, mais je crois que vous l'avez évoqué aussi de façon implicite ou en filigrane, c'est dire que comment les contenus de formation qu'on propose à distance, vous pouvez aussi, on peut aller plus loin en étant dans une sorte de formation-action, en aidant clairement les entrepreneurs à distance, mais sur leur projet, comme on les fait travailler sur leur projet. Je crois qu'Anaïs a évoqué le mentorat, par exemple, et Moussa, la formation de Moussa via l'accélérateur, c'est aussi vraiment, je crois, et je vous invite à illustrer tout cela, je crois que la formation à distance aussi, vous travaillez vraiment sur le projet des entrepreneurs, au-delà de la formation générique. Oui, tout à fait. Nous, ce que l'on fait, c'est de la formation mentorée. Donc, par définition, on arrive, on a un porteur de projet qui arrive avec un projet et on va l'accompagner spécifiquement sur ses problématiques terrain. Donc, en réalité, la problématique qu'il va choisir, ça peut être par exemple le marketing digital, mais évidemment, on va pas du tout travailler sur la même chose pendant les 3 mois que la personne soit traiteur, freelance en marketing digital ou sophrologue. Donc, c'est toujours une approche pratique, c'est presque une action de formation en situation d'entrepreneuriat, comme diraient les spécialistes de la formation pro. Donc, en réalité, je trouve que je pense la matière la plus simple dans laquelle faire de l'accompagnement en ligne, c'est certainement l'entrepreneuriat parce que on a déjà un engagement qui est très fort et en plus on a vraiment une balance entre ce qui se passe en ligne et les exercices pratiques qui se fait en fait un petit peu naturellement puisque la personne va venir chercher de l'information en ligne, son mentor va l'orienter en disant voilà les prochaines étapes à faire c'est ça, on se revoit la semaine prochaine en visio, discutons ensemble si tu as des questions entre-temps sur la messagerie et le reste du temps la personne met vraiment à disposition les compétences directement à l'épreuve directement les compétences qu'elle a acquises sur son projet. Donc oui, c'est très, très, très terrain. Et je pense que d'ailleurs, les entrepreneurs n'accepteraient pas une formation théorique. C'est la raison pour laquelle les nouveaux modèles, comme les déterminés notamment, émergent. C'est pour cette raison-là. Merci beaucoup, Anaïs,
Il y a une question qui se pose, c'est que parmi vous aussi, vous accompagnez, vous êtes amené à accompagner soit des groupes, hein, chez Farid, il travaille beaucoup sur les enjeux d'intelligence collective, ou Moussa Camara accompagne des promotions. Comment on fait, Daniel Morin s'interroge sur comment fait-on justement pour, à distance, comment on crée une vision partagée, comment on crée de la cohésion, comment on arrive à mettre une équipe d'apprenants en mode collaboratif, en mode collectif. Comment on fait ça à distance? Est-ce qu'il y a des outils? Il y a des outils qui marchent très très bien. Il y a surtout des questions de relationnel, de confiance. Il y a des questions d'esprit d'équipe. Un truc tout simple, un outil que j'aime beaucoup, qui est un outil new-yorkais qui s'appelle Trello, qui marche très très bien aujourd'hui, qui est une to-do collaborative. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que on crée chacun, enfin on a ce qu'on a à faire, en train de le faire et terminé. Donc c'est assez simple, c'est un tableau qui est visible, tout le monde peut l'installer, c'est gratuit. On est chez soi, chacun met les tâches qu'il a à faire. Donc c'est aussi quelque chose qui est participatif et volontaire. Et puis chacun s'attribue une tâche où on est même co-responsable de plusieurs tâches. Et ce qui est intéressant, c'est que le tableau, les tâches, on les voit évoluer dans le temps. Et donc on voit la première étape de ce qu'il y a à faire et de ce qui est terminé. Donc l'équipe qui est à distance, qui est en présentiel, souvent on est noyé par les mails, on a l'impression qu'on est dépassé par les enjeux et on voit que finalement dans le travail il avance. On voit qu'en plus comme chacun déplace sa tâche, on voit que même si les gens sont à distance, on voit qu'ils sont en train de travailler. Et ça permet aussi aux ressources humaines de dire tiens, il y a Farid par exemple qui avance pas. Ça fait 2 semaines que ces tâches sont là, on va l'appeler, on va voir ce qui se passe. Et là on va pouvoir l'aider. Et comme souvent on est co-responsable d'une tâche, il y a celui qui est responsable de cette tâche et avec lui qui va aller l'appeler, lui dire peut-être tu as un problème, tu n'y arrives pas, écoute, maintenant je suis en train de m'occuper des enfants, je fais ci, je fais ça, je suis bloqué, écoute, je te récupère cette tâche-là. En plus, on subdivise le travail, parce que souvent c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a du temps libre, on va aller voir la tâche qu'on peut faire maintenant. Tiens, cette tâche-là, elle dure une demi-heure, cette tâche-là, elle dure 1 heure, donc on peut quantifier. Parce que la problématique quand on est solo chez soi, c'est comment on quantifie le travail, qu'est-ce qu'on a à faire, comment les autres sont en train de travailler, et on est aussi dans les peurs de dire qu'on est le seul à travailler, que les gens ne font rien et que c'est moi qui fais tout. Mais là, c'est un peu, ça a fait avancer l'équipe. On voit le travail qui est en train d'avancer. Chacun a sa tâche. Alors après nous, même maintenant, on y a à dossier, ils appellent ça des power-up, où on peut y mettre des applications supplémentaires où on a mis un diagramme de Gantt, où on a un diagramme qui finalement nous permet de voir toutes les tâches ensemble. Donc je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qui peuvent aider à l'intelligence collective, qui peuvent la cadrer, surtout quand les gens ne se connaissent pas, quand il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Okay. Un nouveau qui vient d'arriver dans une équipe, par exemple, c'est très difficile à distance de l'intégrer, mais comme il est sur un to-do collaboratif, il va prendre les petites tâches au départ, il va s'initier à des petites tâches, et puis au fur et à mesure, il va prendre cette confiance. Merci beaucoup, Farid. Moussa, tu as peut-être un retour d'expérience sur le confinement, comment tu accompagnes des promotions, comment on crée un esprit de groupe, une cohésion à distance. Tout à l'heure, tu as évoqué par exemple le fait d'avoir des groupes plus petits de 6 accélérés plutôt que 12. Il y a peut-être des tips comme ça que tu veux partager avec nous. En fait, nous, c'est assez simple. Nous, déjà, c'est des formations par promo dans plusieurs villes et tout en France. Et l'idée, ce qu'on a fait, grâce aussi au digital, ce on avait un peu de mal à faire en présentiel, c'est des interpromos. En fait, on les a fait travailler par interpromo et par secteur d'activité. Je sais pas s'il y en a qui sont dans la tech, on va les faire travailler entre entrepreneurs de la tech. Ceux qui sont dans le textile, on va les faire travailler entre eux. Ceux qui sont dans le sport, etc. Et en fait, ça, on a mélangé les promos de Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris, etc. C'était par après, ils ont réussi à créer entre eux. Déjà, ils se sont connus via les formations interpromos qu'on a créées. Ils ont créé des groupes WhatsApp derrière. Et après, les réseaux sociaux, je sais qu'ils ont organisé plein de lives à l'époque du premier confinement où entre eux, ils faisaient des lives en direct et présentaient chacun d'entre eux leurs projets. Et c'était beaucoup poussé par les interpromos, les groupes interpromos. Et surtout, nous, on a un peu des représentants, ce qu'on appelle un peu des délégués de promotion. On a créé un groupe et chaque semaine, on faisait une réunion avec tous les délégués de chaque promo
où ils nous donnaient un peu les retours des entrepreneurs de leur promo, quoi. En gros, ouais, lui, ça va moins bien, un tel, il a besoin de ça. Et en plus, entre eux, ils se sont organisés entre chaque promo, ils se sont appris à se connaître. Et à la sortie du confinement, ce qui s'est passé, c'est que à Montpellier, ils ont réuni 2-3 promos où ils se sont tous réunis en présentiel et ils ont fait toute une matinée de cohésion. On l'a organisé un peu avec eux à Montpellier. Donc, on s'est tous réunis. C'était juste au mois de juillet, au mois de juillet ou août, je ne sais plus exactement, ouais, le 3 août à peu près, où tout le monde s'est réuni. Et là, c'est la première fois qu'ils se voyaient en présentiel. Et là, maintenant, grâce à ça, nous, les éléments qu'on a gagnés, c'était chaque promo, généralement en dehors de Paris, ils se croisaient pas forcément, ils n'avaient pas les occasions de se croiser. Peut-être une fois par an, on réunissait toutes les promos à Paris. Et là, ce qui s'est passé grâce à ça, maintenant, on fait plus d'interpromos, notamment les promos du Sud. Quand il y a des formations entre Montpellier ou Marseille ou à Toulouse, etc., ils arrivent à s'organiser, ils viennent, ils se déplacent et tout. Et moi, je trouve ça a été vraiment un enseignement positif qu'on a tiré du confinement. Merci beaucoup, Moussa. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment l'idée de travailler sur le co-développement et pour les aider, les encourager à travailler ensemble, tu essayes de les rapprocher par affinité, soit par thématique, soit par secteur d'activité, etc. Merci à toutes et à tous vraiment pour vos interventions super riches. Avant de vous laisser à chacun un mot pour conclure, juste rappeler à tous les participants, véritablement, merci beaucoup pour votre présence. J'aimerais avant tout remercier BPI France et toute l'équipe également de la Task Force et Pure Player qui nous ont aidés à mettre ça en œuvre dans un temps record. Donc, on a été plus de 80 à participer alors qu'on a lancé l'événement en moins de 24 heures. Pour animer tout le mois de novembre, il y a tout un tas d'événements que vous allez retrouver sur la plateforme qu'on va vous remettre par mail. Par ailleurs, on va organiser ces séquences tous les jeudis de 10h plutôt de 11h à midi. On aura une séquence dédiée à l'entrepreneuriat féminin, sur les outils financiers, une autre séquence sur l'entrepreneuriat à impact. Merci encore à chacun des participants et participantes. C'était super. Je pense que ça a été très apprécié à en lire les contributions des participants. Sur ces mots, je vous laisse à chacun nous dire un mot et on va conclure. Merci Ahmed pour l'organisation de ces jeudis de l'entrepreneuriat. C'est intéressant. Merci aussi à chaque intervenant et à tous les participants. J'espère qu'on a pu répondre à des questions que vous posez. Et voilà, il faut continuer malgré ces moments qu'on traverse qui ne sont pas forcément évidents. Il ne faut rien lâcher, il faut être déterminé à fond, quoi. On lâche pas. Merci Moussa. Force, détermination. Anaïs. Merci Ahmed et merci à tous. Je pense que effectivement c'est dur. On va pas se mentir. Le seul point positif, je pense, de cette crise, ça aura montré une bonne fois pour toutes que le digital peut être accessible dès lors que on est obligé. Donc il faut pas se prendre la tête, démarrer par petit. Moi j'ai vu des élèves qui avaient tout simplement mis leur adresse mail sur la page Facebook de leur boutique en disant envoyez-moi des mails et je vous appelle par téléphone et je prends votre carte bancaire au téléphone et je viendrai vous livrer, je vous enverrai le colis par Colissimo. Et c'est des choses comme ça qui sont beaucoup plus simples et certes qui vont pas passer à l'échelle mais qui permettent de tenir. Et je pense que c'est comme ça qu'on met le pied dans le digital. Et c'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette crise, c'est que ça aura au moins une bonne fois pour toutes démystifié le digital et donner confiance aux personnes sur le fait que on peut démarrer en faisant des petits pas. Et ça montre aussi et surtout la santé des communautés qu'ont pu développer les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs qui ont des communautés qui sont solides arrivent à être résilients justement avec ces méthodes des petits pas, même si c'est dur. Et on ne va pas dire le contraire, c'est dur, mais il faut tenir. Et on ne les lâchera pas. Merci beaucoup. Exactement. Sonia ?
Oui, merci à tous. Et je rejoins Anaïs. Le confinement a eu ce point positif, en fait, de rendre beaucoup plus accessible le digital à tous. Et simplement pour dire que nos antennes de Positive Planète restent ouvertes en ligne, en distanciel. Et nos formations aussi sont possibles à partir de fin novembre en distanciel. Voilà. Merci à tous. Merci Sonia. Moi, je dirais aux entrepreneurs. Moi, je dirais tout simplement aux entrepreneurs aujourd'hui que ça fait partie, malheureusement, de la vie d'un entrepreneur d'être dans un contexte qui est toujours changeant et pas spécialement positif pour nous. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Demain, ce sera un stock qui manquera. Il faut, voilà, de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut développer sa résilience. Il faut savoir rebondir. Après, c'est aussi l'occasion de digitaliser son métier, sa boutique, de voir. On parle quand même, on a 2/3 des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de site web en France. C'est le moment d'y aller aujourd'hui, de se former. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en rencontrant mes pays, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de 3000 structures d'accompagnement en France. On est quand même un pays où on a beaucoup de chance par rapport à d'autres aujourd'hui d'avoir des Moussa Camara, des Sonia, des Anaïs, des gens qui sont là pour accompagner au jour. Donc, on n'est pas seul en France. On a la chance d'y être, on peut le dire aussi. Et donc, il faut aller chercher ces gens qui ont des structures d'accompagnement, qui ont des métiers qui vont les aider, à rebondir, à rester résilients. Moi, je vais dire un truc que je n'aurais pas pensé dire ces dernières années. Moi, je fais complètement l'inverse. Ça fait 20 ans où je suis né dans le digital. Je ne vis que digital. Et je dirais aux gens, achetez aussi des livres. Tu vois, je vais te rejoindre, Ahmed, pour une fois. Dans le sens, c'est aussi l'occasion de se retirer un peu de temps en temps, de rester chez soi et d'apprendre des choses qui sont confirmées, d'augmenter un peu leurs compétences. Voilà, il y a des bouquins aujourd'hui qui vont vous faire augmenter, parce que de rester 10 heures aujourd'hui devant un écran, c'est plus possible. Achetez des livres. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être intéressant et ça va vous permettre de se détacher, de faire aussi un peu de cette déconnexion où on est maintenant, comme quand on est confiné, on est téléphone, travail, télévision. Il faut aussi un moment qu'il y a de l'apprentissage peut aussi passer par les bouquins. Voilà. Merci Farid. Je ne peux que te rejoindre. Johan. Oui, moi je me faisais une réflexion qui rejoint celle de Farid et je me disais, là on parle beaucoup des entrepreneurs, mais nous tous en tant que consommateurs aussi, je pense qu'on se doit en ce moment d'être, c'est peut-être un peu éloigné du sujet, mais militants. Et je vous donne un exemple. Hier après-midi, parce que j'aime bien boire un bubble tea l'après-midi, j'ai appelé mon traditionnel bubble tea, voilà. Et en fait, elle est fermée. Et je lui ai dit, il faut que vous mettiez, il faut que vous vous débrouillez, mais il faut que vous soyez sur Instagram, Facebook, il faut que vous fassiez du click and collect, je sais pas, je viendrai, je ferai les mètres qu'il faut pour venir chercher le truc, mais continuez de vendre, quoi. Continuez de vendre, parce qu'en fait, la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas une crise de la demande, on a tous besoin encore de consommer, alors peut-être pas les mêmes choses, c'est sûr qu'il y a des restrictions qui font que, mais il faut arriver, nous, en tant aussi que consommateurs, mettre des liens, des passerelles et l'expliquer aussi à ceux, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est très important de rappeler que c'est véritablement, comme tu le dis, c'est pas une crise de la demande. Vraiment, merci à toutes et à tous qui avaient vraiment répondu présent dans des délais aussi courts. Merci à l'ensemble des réseaux qui concrétise l'accompagnement dans les territoires. Donc, on a parlé des déterminés, de Positive Planète. Je pense aussi à l'ADI, à Initiative, à France Active, à Réseau Entreprendre et très largement à tous ceux qui font en sorte que les entrepreneurs réussissent dans les territoires. Un entrepreneur qui réussit, c'est surtout un entrepreneur qui est accompagné. C'est un entrepreneur connecté. Aujourd'hui, le digital permet, on l'a bien compris, de démultiplier cette capacité d'être connecté aux ressources qui vont l'aider à réussir. Et même si, on l'a bien entendu, et ça sera le mot de la fin, ça ne remplacera jamais les valeurs humaines, la solidarité et l'accompagnement humain qui va permettre justement de faire du cousu humain, du sur-mesure pour répondre à ces problématiques. Merci encore à toutes et à tous, et je vous dis à suivre. Vous avez en lien les différents sites des partenaires. Le site, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des événements. Et si ça vous a plu, je vous invite jeudi prochain à 10h, entre 10h et 11h pour un prochain jeudi où nous allons évoquer
encore une fois, tout ce qui va permettre aux entrepreneurs de réussir. À bientôt. Merci.